je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la zone de code en dessous de la vidéo, surtout dans les premières vidéos, la ligne de code, le numéro de ligne, ne commençait pas à 1, mais commençait à 3, 4 ou 5. Donc, je vais prendre maintenant 1 ou 2 minutes pour expliquer pourquoi est-ce que c'est comme ça. En fait, dès la deuxième vidéo, on s'est mis à utiliser des fonctions, donc par exemple sin, cos, square ou random. Ces fonctions, comme à peu près presque toutes les autres fonctions de Python, sont en fait dans des modules. C'est juste que comme on n'a pas vu les modules avant quelques vidéos après, ça aurait été compliqué et assez spécial de commencer dès les premières vidéos avec importer des modules pour pouvoir utiliser ces différentes fonctions. Donc, du code qui était caché s'arrangeait pour que ces fonctions soient disponibles sans qu'on ait besoin d'importer de modules. Donc, la manière dont ça a été fait, disons, ne doit pas spécialement être couverte dans ces vidéos. Ce que je recommande, en tout cas personnellement, de toujours importer les modules comme on a vu dans cette vidéo et puis d'utiliser la notation nom du module, point, nom de la fonction pour accéder à la fonction. Ça rend ça clair qu'on prend la fonction d'un certain module et ça permet en fait d'avoir du code qui est plus lisible. Donc, quels sont les modules qu'on a utilisés en fait? Eh bien, les fonctions mathématiques comme sin et cos sont dans le module math. Donc, Python vient avec un module math qui d'ailleurs contient d'autres fonctions. Donc, il n'y a pas que le sinus et le cosinus, mais il y a par exemple la fonction sqrt. Alors, qu'est-ce que peut bien faire une fonction sqrt? Donc, sqrt, c'est une très très forte abréviation en anglais square root pour racine carrée. Et donc, en fait, la fonction sqrt, elle prend comme paramètre un nombre et elle calcule sa racine carrée. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut lui passer un nombre à virgule aussi. Donc, ça peut vraiment calculer des racines carrées, y compris de nombres à virgule. Il y a aussi deux fonctions qui servent parfois quand on fait plus, disons, des sciences avec du Python. Donc, par exemple, si on utilise du Python pour coder des programmes qui résolvent des problèmes de physique ou de chimie, ou voilà. Ce sont les fonctions exp, donc qui calculent ce qu'on appelle une exponentiation. Donc, voilà. Généralement, si on a un exp qui apparaît dans une formule, on utilise la fonction exp du module math et ça marche. Et la fonction log qui calcule un logarithme. Donc, généralement, avec ces quelques fonctions qui font partie du module math, on sait, disons, faire pas mal de maths qui apparaissent dans d'autres domaines, style traitement d'images, système physique, biologie, etc. Ce qui est intéressant, c'est que dans le module math, il y a également des variables. Donc, par exemple, dans le module math, il y a une variable qui s'appelle pi, donc juste pi, et qui contient en fait la valeur de pi, donc 3.1415, etc. Et la manière dont on accède à cette variable, c'est exactement comme la manière dont on accède à une fonction. C'est-à-dire qu'on a le nom du module, math, puis un point, et puis pi. Donc juste math.pi, cet ensemble va être transformé par Python en 3.1415 et un certain nombre de décimales. Donc Python ne sait pas représenter pi de manière exacte parce qu'il y a un nombre infini de décimales dans le nombre pi, mais il a une bonne approximation de pi avec, je sais pas moi, une quinzaine de décimales, ça suffit. C'est genre pour tous les calculs qu'on pourrait vouloir faire avec 15 décimales de pi, généralement c'est suffisant. Un autre module qu'on a utilisé, là c'est un petit peu plus spécial, c'est le module random. Donc en fait, c'est le module random qui contient la fonction random dont on s'est servi il y a quelques vidéos. Et donc, c'est assez intéressant parce que la fonction qu'il y a dans le module porte le nom du module. Donc, on commence par exemple avec un import random qui importe le module random et le rend disponible. Et ensuite, à chaque fois qu'on veut obtenir un nombre aléatoire entre 0 et 1, on peut utiliser random.random suivi de parenthèses. Donc voilà, il y a cette répétition de random. Le premier random, c'est le nom du module. Et le deuxième random, après le point, c'est le nom de la fonction qu'il y a dans le module et qui s'appelle random aussi. Il y a quelques autres fonctions dans le module random. Disons qu'une qui sert assez souvent, c'est la fonction randint. Donc ça aussi, c'est genre deux mots en anglais qui ont été mis ensemble. C'est un nombre entier aléatoire. Donc random integer. Integer veut dire un nombre entier. Et cette fonction randint prend deux paramètres.
Donc 2 paramètres qui sont obligatoires, il faut donner les 2 paramètres pour que la fonction fonctionne. Le premier paramètre, c'est ce que la documentation de Python appelle la borne basse. Donc c'est le minimum que randint pourra générer comme nombre. Et le deuxième paramètre, c'est la borne maximale. Donc grosso modo, ces 2 paramètres vont définir un intervalle entre le plus petit nombre qui peut être produit et disons le plus grand nombre qui va être produit. Donc ce qui va se passer, c'est que si jamais j'utilise random.randint avec comme premier paramètre 0 et comme deuxième paramètre 5, cette fonction randint va renvoyer un nombre entier, donc on sait qu'il est entier, il n'y aura pas de virgule dedans, qui pourra valoir 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Donc vous pouvez faire comme un jeté de dés qui sera aléatoire ou faire se déplacer la tortue, disons, dans un sens ou dans l'autre. Donc il y a moyen d'utiliser ces nombres. Donc ça, c'était pour quelques modules qu'on avait utilisés. Et j'avais envie de prendre le temps de vous parler de quelques autres fonctions qu'il y a dans ce module. Donc maintenant, le deuxième objet de cette vidéo dont j'aimerais vous parler est la boucle while. Donc c'est encore une boucle supplémentaire. Donc on a vu la boucle for et on a vu le if. Ce qui est bien avec la boucle while, c'est qu'en fait, maintenant, elle est très facile à comprendre. Donc la boucle while, elle va faire la même chose que la boucle for, conceptuellement. C'est-à-dire que c'est une boucle qui va avoir un corps, et son corps va s'exécuter plusieurs fois. Mais au lieu, comme le for, de regarder combien d'éléments il y a dans une liste pour savoir combien de fois le corps va s'exécuter, la boucle while va en fait, pour ça, plus ressembler à un if. Donc un if exécute son corps 0 ou une fois. Donc il y a une condition dans le if. Python regarde si la condition, donc la variable ou la valeur qu'on a mis là, vaut true. Si oui, le corps est exécuté. Et si non, le corps n'est pas exécuté. Et après, donc, que le corps ait été exécuté 0 ou une fois, c'est fini, on continue, et le corps ne sera jamais exécuté une deuxième fois. La boucle while, elle, ce qu'elle va faire, c'est que Python va arriver au début de la boucle, il va regarder la condition, donc c'est aussi une boucle qui prend une condition exactement comme un if. Si la condition est false, l'exécution continue après le while. Donc la boucle n'est juste pas exécutée du tout. C'est comme un if. Donc là, c'est l'exécution 0 fois. Si la condition est vraie, comme un if, la boucle va être exécutée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de l'exécution du corps, alors que le if continue tranquillement, se dit qu'est-ce qui se passe après le if et tout, donc pour s'exécuter 0 ou une fois, la boucle while, elle va revenir au début, automatiquement, et revérifier la condition. Et donc, si la condition est encore toujours vraie, un deuxième tour de boucle va être fait. Si la condition est entre-temps devenue fausse, on va sortir de la boucle. Et donc, grosso modo, ça permet de tourner tant qu'une condition est vraie. C'est d'ailleurs pour ça que la boucle s'appelle en anglais while. On peut se servir de ça et je vais vous proposer un exercice, mais il faut d'abord faire attention à un élément crucial avec la boucle while. C'est la première fois qu'on voit une construction en Python qui permet à un programme vraiment de mal se comporter. Parce que imaginez que vous ayez une condition qui ne soit jamais fausse. Donc vous avez une condition, est-ce qu'il pleut par exemple, n'importe quelle condition, et puis dans le corps de la boucle du code qui ne touche pas à la condition. Donc la condition, c'est par exemple vérifier qu'un entier est supérieur à 5 ou quelque chose comme ça, et dans le corps de la boucle, cet entier n'est pas modifié. Eh bien dans ce cas-là, vu que cet entier n'est pas modifié dans le corps de la boucle, il n'y a aucune raison pour que la condition devienne fausse à un moment. Et donc, ce qui va se passer, c'est que la boucle va s'exécuter, revenir au début, la condition est encore vraie, s'exécuter, revenir au début, la condition est encore vraie, et ainsi de suite. On appelle ça une boucle infinie. Et en fait, c'est un bug très courant. Donc, le développeur pensait qu'une condition allait finir par devenir fausse, mais en fait, elle ne devient jamais fausse. Le programme tourne infiniment. Et vous pouvez observer ça dans certains programmes. Ça arrive en fait assez souvent quand on utilise un ordinateur. Le programme freeze.
il s'arrête de bouger, il ne se passe plus rien. C'est genre vous essayez de le fermer, il ne veut pas se fermer et tout. Et au final, heureusement, avec les ordinateurs modernes, au bout d'un certain temps, il y a quand même un message qui vous dit ce programme semble avoir planté, est-ce que vous voulez le fermer? Et là, vous devez le fermer, tout votre travail dans ce programme a été perdu et voilà. Donc, quand vous utilisez une boucle while, faites attention à être sûr que la condition devienne fausse à un moment, sinon ce while va tourner indéfiniment. Et donc maintenant, je vous propose un petit exercice avec cette boucle while. Nous allons reprendre le simulateur d'épidémie, le premier qu'on a vu, donc celui où il n'y a pas de confinement dedans. Dans ce simulateur d'épidémie, il y a une boucle for. Et cette boucle for a été faite de manière à ce que le corps tourne 300 fois. Et donc ça fait qu'on est obligé de choisir ce nombre, c'est-à-dire on doit définir à l'avance qu'on va simuler 300 jours. Mais au final, on ne sait pas si l'épidémie elle-même va durer 300 jours. Et donc, c'est un petit peu embêtant. Et donc, comme exercice, je vous propose de remplacer cette boucle for par une boucle while. Donc, pour cela, vous allez devoir remplacer le for jour in range par un while sur une certaine condition. Et moi, ce que je vous conseille comme condition, c'est d'avoir un while, et puis la condition, c'est le nombre de personnes infectées, donc dans la variable infect, au pluriel, est plus grand ou égal à 0,1. Donc, grosso modo, tant que le jour produit plus de 0,1 infectés, on va continuer de tourner parce que ça veut dire en fait que le virus se propage encore, on n'a pas encore résolu l'épidémie. Maintenant, si vous essayez de faire ça, ça ne va pas marcher. Parce qu'en fait, dans la condition du while, vous allez utiliser la variable infect, qui est le nombre de nouveaux infectés de ce jour-là, du jour courant. Mais lors de la première évaluation de ce while, donc quand le code commence avec l'assignation des variables, la création de la liste dans laquelle on va stocker le nombre de malades par jour, la première exécution du while, quand le while va regarder en fait si son corps va s'exécuter pour la première fois ou pas, cette variable infect n'a encore jamais été vue par Python. Elle est définie pour la première fois sur la ligne juste après, qui n'a pas encore été exécutée. Donc à ce moment-là, Python va voir que vous utilisez une variable qui n'existe pas et il va vous mettre un message d'erreur. Donc aussi en dessous de la vidéo, en dessous de la zone de code, il y a ce qui affiche d'habitude succès, là, il y aura un message d'erreur qui va en anglais, bon malheureusement, vous dire la variable infect n'existe pas. Et donc, la manière dont il faut arranger ça, c'est juste avant le while, en fait, mettre une valeur au choix plus grande que 0,1, donc moi je vous suggère 1, dans cette variable infect. Donc, ça veut dire que maintenant Python va regarder les lignes de haut en bas, créer la liste, va mettre 1 dans la variable infect, qui maintenant existe, et puis il va évaluer le while pour la première fois. Se dire, est-ce que je fais mon premier tour de boucle ou pas dans le while? À ce moment-là, maintenant, la variable infect, elle existe, il y a 1 dedans. Et d'ailleurs, comme 1 est plus grand que 0,1, on est sûr qu'au moins la première fois, Python va rentrer dans la boucle. Le corps de cette boucle va s'exécuter au moins une fois. Et donc, dès cette première exécution du corps, la première chose que le corps fait, c'est mettre une vraie valeur dans infect, donc la valeur telle qu'elle est calculée avec les formules qu'on doit utiliser. Donc, ce 1 que vous avez mis dedans se fait remplacer par quelque chose de correct. Et ensuite, le while va s'exécuter jusqu'à ce que son corps soit terminé, revenir au début. Et là, maintenant, la variable infect, elle existe. Et d'ailleurs, elle a été mise à jour avec une vraie valeur. Donc, elle ne vaut plus 1. La condition va être réévaluée. Normalement, donc, elle sera de nouveau vraie, parce que l'épidémie est encore toujours en train de monter. Et ensuite, un deuxième tour va se faire, puis un troisième tour, et ainsi de suite. Et normalement, il y aura plus de 300 tours qui vont s'exécuter. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, vous savez que si vous changez un petit peu les paramètres, disons, genre la probabilité que ça soit infecté ou qu'un patient guérisse, eh bien, vous ne devrez plus changer ce 300. La boucle va automatiquement tourner le bon nombre de fois pour vous produire une courbe qui augmente, même si elle augmente très lentement, Python va leur rajouter des jours et des jours et des jours, et puis ça va diminuer, et puis il vient un moment où ça va devenir plat, et c'est seulement quand ce sera vraiment bien plat que la simulation va s'arrêter.
Et vous avez donc maintenant un simulateur d'épidémie où vous ne devez plus choisir en avance pendant combien de jours il va s'exécuter, mais qui va automatiquement s'ajuster aux paramètres.